Merci à nos confrères de la télévision nationale pour ces très belles images, en provenance bien sûr du siège de la Fédération camerounaise de football, la FECAFoot, la conférence de presse du sélectionneur manager des Lions indomptables du Cameroun. À l'instant, vous l'avez vécu sur For You Télévision, grâce bien sûr à nos confrères de la télévision nationale. Rigobert Song qui a donc rendu public la liste des 26 joueurs retenus pour la prochaine fenêtre FIFA. 2 matchs amicaux sont au programme face à l'Ouzbékistan et bien sûr face à la Corée du Sud. On reviendra bien sûr sur cette liste des 26 avec bien sûr le grand retour de Nicolas Nkoulou ou encore celui de Georges Constant Magic. On dira également un mot sur Serge Aurier, l'international ivoirien qui s'est engagé là cela quelques jours avec le club anglais de Nottingham Forest. On parlera bien évidemment de la Coupe du Monde 2030 avec aujourd'hui une candidature en vue, celle de l'Égypte, celle de l'Arabie Saoudite ou encore de la Grèce. Le trio qui voudrait bien sûr aller concurrencer le tandem Portugal-Espagne ou encore le quatuor Paraguay, Uruguay ou Chili. Il y a une 4e équipe également qui s'incrustre bien sûr dans ce trio-là pour prétendre donc à une éventuelle organisation de cette compétition-là. On dira un mot sur les chances de l'Égypte, candidat donc représentant le continent africain, si le temps nous le permet. On aura également le temps de dire un mot sur la Ligue des champions européenne avec bien sûr les Africains qui se sont illustrés à l'occasion de la première journée. On ira du côté du stade Maradona en Italie où bien sûr Fanzambo Anguissa à lui seul a pratiquement fait plier Liverpool à l'occasion de la première journée. Pour en parler cet après-midi, nos consultants permanents sont là. Je vais d'ailleurs introduire le premier d'entre eux. Il s'agit d'Achille Sack. Bon après-midi Achille. Bon après-midi Bodélé, bon après-midi à Loïc et bon après-midi à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir de t'avoir une nouvelle fois dans le cadre de cette émission de prolongation football sur For You Télévision. Ouais, le plaisir est toujours partagé. Et il est également présent cet après-midi, Loïc Eloche Foka. C'est un plaisir de l'avoir une fois de plus. Bon après-midi, Loïc. Bon après-midi, Baudelaire. Bon après-midi à Achille et à tous les téléspectateurs de For You Media. Voilà, c'est donc dit, le panel il est là, vous l'avez. On va peut-être d'entrée évoquer bien sûr cette liste des 26 joueurs qui vient donc d'être rendue publique par le sélectionneur manager des Lions indomptables du Cameroun avec le concours de la réalisation. Vous aurez bien sûr la liste sur votre petit écran avec bien sûr au poste de gardien de but André Onana, Divis Passy, le jeune portier de l'Olympique de Marseille, Simon Gapandoubou au poste de défenseur, Faye Collins, Olivier Baizo, Nicolas Nkoulou, Jean-Charles Castilito, Noutolo, Darlene Lyonga, Ebosse Enzo, Marc Gonzalez de l'Ajaccio, encore où Christopher au poste de milieu de terrain, Onana Jean Junior du RC Lens, Koundi Malon, Ungwet Samuel, Martin Ongla, Olivier Ncham, Georges Constant Mandjek, Ondoa Gaël au poste d'attaquant, Bemo Brian de Brentford, Koudou Georges du Beşiktaş Istanbul, Toko Ekambi de l'Olympique Lyonnais, Moumi Gamaleu du Dynamo Moscou, oui, il n'est plus un joueur de Young Boys de Berne, Aboubakar Vincent de Al Nassr, c'est en Arabie Saoudite, Léandre Tawamba de Al Taoun, toujours du côté de l'Arabie Saoudite, ou encore Jean-Pierre Nsamé des Young Boys de Berne. Voilà donc la liste des 26 joueurs retenus par le sélectionneur manager Rigobert Song en prélude bien sûr à la prochaine fenêtre FIFA, mais surtout pour les 2 prochaines rencontres qui opposeront bien sûr l'Ouzbékistan et bien sûr la Corée du Sud aux Lions indomptables du Cameroun. Peut-être un mot déjà sur la liste Achille Sack des 26 joueurs retenus. Nous tous, nous attendions cette liste parce qu'on savait que le sélectionneur, en publiant cette liste, devait nous donner quelques réponses sur les doutes qu'on avait lorsque la liste de présélectionnés a été dévoilée. Oui. Donc, on voit que le sélectionneur est un peu dans sa continuité. Oui. Avec l'arrivée de Nicolas Nkoulou, en fait, il conforte sa position avec l'arrivée de Nicolas Nkoulou, vis-à-vis de Nicolas Nkoulou et de Georges Constant Mandjek. Il a expliqué que il faudrait il voulait rapporter un peu de l'expérience dans cette liste. Donc on voit que le sélectionneur est dans sa logique. Mais la liste en elle-même globalement, elle n'est pas si mauvaise. Et je suis satisfait de cette sélection. On n'est jamais satisfait d'une liste parce qu'il y a toujours 1 ou 2 joueurs qu'on aimerait qu'ils soient là, qui n'est pas là. Donc une liste reste toujours à redire. Maintenant, on va prendre cela, on va se mettre au travail et on va essayer de trouver une équipe
compétitive, qui puisse nous amener, ou bien qui puisse faire de bonnes choses. Quelques enseignements à tirer quand même de cette liste des 26 joueurs rendus publics il y a cela quelques minutes seulement par le sélectionneur manager Rigobert Song. Les grands retours de Nicolas Nkoulou, encore de Georges Constant Mandiek. L'autre enseignement qu'il faut tirer, Loïc, c'est l'absence de Franck Zamboanguissa. Et le motif évoqué par Rigobert Song en conférence de presse, le sélectionneur nous dit il a déjà trop vu. Franck Zamboanguissa, ce n'est plus l'occasion en fait de le revoir. Il a envie de voir d'autres joueurs. Est-ce qu'il vous a assez convaincu en évoquant bien sûr cet argument-là? Je suis la forme. Non, j'ai pas été convaincu, je suis la forme. Maintenant, je suis le fond. Il est évident que les arguments qui ont été avancés par le sélectionneur Rigobert sont valides. Oui. Bon, il est dans la logique de donner le maximum de temps de jeu à d'autres joueurs qui n'ont pas l'habitude d'évoluer au sein de cette sélection, oui, afin d'avoir un groupe élargi, d'avoir un groupe prêt, capable de répondre aux exigences lors des échéances qui vont précéder cette Coupe du Monde ou pourquoi pas durant cette Coupe du Monde. Maintenant, il est dans la logique de ce qu'il a toujours montré en conférence de presse, un entraîneur aussi philosophique qui s'exprime avec un langage assez parfois énigmatique. Vous voulez dire parfois que vous ne comprenez pas trop ce que dit Rigobert? Je vais dire que je comprends ce qu'il dit. Vous convaincre. Je comprends ce qu'il dit, mais sauf que dans la forme, dans la façon de dire les choses. Parce que quand je regarde encore cette conférence de presse où il dit on les a déjà trop vus. Bon, là, ça a une autre connotation. Peut-être que aussi vous avez l'occasion de dire qu'il a envie de voir d'autres joueurs. Oui, c'est pour ça que j'insiste, je suis la forme. Mais dans le fond, on comprend tout ce qu'il veut en venir, mais comme je le dis, c'est sa personnalité, c'est Rigobert Song en conférence de presse, il nous a habitués à sortir quelques frasques qui nous poussent un peu à réfléchir un peu plus, mais bon voilà, on a compris ce qu'il voulait dire. On a compris ce qu'il voulait dire. Il ne s'est peut-être pas prononcé sur le cas Eric Maxime Choupo-Moting, mais est-ce que le vice-capitaine des Lions indomptables du Cameroun paye son manque de temps de jeu avec le Bayern? Il s'est prononcé sur Eric Maxime Choupo-Moting. Il a tout simplement dit que certes, Eric n'a pas un si grand temps de jeu, mais que Eric sort d'une blessure et que Eric c'est un cadre. Il a martelé que Eric reste ça veut dire un cadre de ce à l'instar de Franck Zamboanguissa, Eric aussi, on ne voit pas trop son apport pour ces deux matchs amicaux. Il a dit Eric sort d'une blessure, donc je sous-entends que il se dit peut-être, le staff se dit peut-être que Eric a un manque de rythme, mais que Eric reste un cadre de cette sélection. Donc, il a un manque de rythme, mais il est entré avec le Bayern face à l'Inter. Il a disputé quelques minutes seulement. Quelques minutes depuis combien de temps? Je pense que, et comme il a dit tout à l'heure, le sélectionneur a dit il est dans la logique de donner le maximum de temps de jeu à certains joueurs. Et voilà, la blessure d'Eric Maxime Choupo-Moting qui manque de rythme, qui manque de temps de jeu, et on va dire est un prétexte ou bien une autre raison qui va peut-être donner l'occasion à un autre joueur de faire son entrée dans cette liste. Et parlant justement de d'autres joueurs, Bryan Mbeumo, l'attaquant de Brentford en Première Ligue, qui fait son entrée dans cette liste de Rigobert Song, tout comme Jean-Pierre Samet qui fait son comeback au poste bien sûr d'attaquant. Messieurs, peut-être un mot sur Bryan Mbeumo. Nous le savons tous, il avait dit oui aux Lions indomptables du Cameroun. Finalement, il sera de la partie. Forcément, un atout offensif de poids pour les Lions indomptables du Cameroun. Oui, avec Jean-Pierre Samet, ça fait partie des atouts numéro 1 de cette attaque de l'équipe du Cameroun. On voit qu'il est très en forme. Bon, très en forme avec Brentford, et il est dans la continuité. Voilà, il est dans la continuité de ce qu'il nous a montré la saison dernière. Jean-Pierre Samet empile les buts chaque semaine. Ça reste quand même un signal fort. Ça montre que oui, au sein de cette attaque, on peut avoir des joueurs en dehors des noms qu'on a l'habitude de citer, dont Karl Toko Ekambi ou bien Vincent Boubacar. On peut avoir des joueurs sur qui on peut se reposer. On peut diversifier au moins ce secteur de l'attaque, et on voit qu'il y a un profil différent. Parce que oui, Bryan Mbeumo, il faut le rappeler, il est gaucher et c'est un joueur qui évolue sur le côté. Donc, c'est un profil déjà qui est différent. Surtout que nous avons souvent un souci avec les gauchers dans cette équipe. Bon. Basogo, qui à une époque était considéré comme un véritable espoir. Il a perdu sa casquette de titulaire depuis longtemps. Et puis Ngamale, lui, c'est un joueur de côté, mais un faux ailier, droitier. Donc on a Bryan Mbeumo qui peut rentrer dans l'axe, essayer de provoquer ou bien déstabiliser la défense. Ça, c'est un profil qu'il manquait depuis Bassogok 2017. On n'a pas eu des joueurs avec ce profil-là. Ce sera intéressant de suivre. Et puis Jean-Pierre Samet,
on espère vraiment que ça va donner quelque chose d'intéressant au sein de cette attaque. On espère que ça va donner quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas la politique de 2 poids 2 mesures, mon cher Achille, quand le sélectionneur nous dit qu'il y a des cadres aujourd'hui qu'il n'a pas forcément envie de voir avant la Coupe du Monde et qu'il aimerait donner la possibilité à d'autres. Mais quand on regarde son secteur offensif, on retrouve d'autres cadres. Aboubacar Vincent, le capitaine, est là. Kaltoko et Kambi est également présent. Ce sont des cadres aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une politique de 2 poids 2 mesures? C'est-à-dire que cette mesure ne s'applique qu'à une partie des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun? Concernant Zambo et Gade, il a bien dit que ce sont des joueurs les plus utilisés dans leur club. J'ajoute à ces deux, j'ajoute par exemple Kaltoko et Kambi. Même Kaltoko et Kambi est plus utilisé dans son club. Maintenant Zambo lui joue sur... Kaltoko et Kambi par exemple joue sur un seul tableau pour l'instant. Seulement en championnat, puisque son équipe de l'Olympique lyonnaise n'est pas qualifiée en compétition européenne. Tandis que les deux autres sont qualifiés en compétition européenne. Donc là, les gars sont sur un rythme de 3 matchs par jour. Tandis que Caleb sur un match par semaine. Donc il peut tenir le rythme. Maintenant, concernant Aboubacar Vincent, on sait tous qu'Aboubacar Vincent a eu des problèmes physiques ces derniers moments. Donc il est en train de retrouver le rythme. Donc, mais si on évoque des pépins physiques pour Choupo-Moting, on devrait également évoquer la différence entre Choupo et Aboubacar, c'est que Choupo revient fraîchement de blessure. Donc Choupo a à peine 20 minutes dans les jambes, tandis qu'Aboubacar est revenu de blessure, ça fait environ un mois et demi, environ 2 mois. Donc je pense que Aboubacar est en train de reprendre le rythme et il a besoin d'accumuler les matchs pour retrouver la confiance. Je pense que je ne vois pas une politique de 2 poids 2 mesures, mais je vois plutôt une certaine logique. Donc je vois un peu une certaine logique certaine logique pour Achille Sack, bien sûr, concernant le choix de certains cadres, ou alors le fait que Rigobert Song ait décidé de laisser d'autres au repos. Olivier Baïzo, le secteur défensif, les gars. Disons un mot sur Olivier Baïzo, le garçon qui est toujours critiqué, mais curieusement qui est toujours présent. Je ne sais pas trop à quoi il doit, ou à qui il doit sa convocation, du moins ses convocations à chaque fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il est en sélection, il est critiqué. Mais on le retrouve toujours dans la liste finale. Oui, je vais dire un mot sur Olivier Baïzo, mais la réaction de mon confrère Achille m'a laissé quand même perplexe. Bon, je vais dire que il faut déjà le rappeler, Olivier Baïzo, c'est un joueur qui a évolué au sein des équipes jeunes de l'équipe du Cameroun. Des équipes jeunes qui ont été dirigées par Rigobert Song. Donc c'est un joueur qui a les faveurs de l'entraîneur. On sait que... Ça veut dire que parce qu'il est passé par les... Honnêtement... U23 par exemple, à l'époque où Rigo avait l'équipe en charge, il pourrait facilement bénéficier de quelques avantages aujourd'hui en équipe première. Je ne vais pas dire qu'il va bénéficier de quelques avantages. On sait que les entraîneurs ont souvent leur chouchou. Ils ont des joueurs parfois... Un chouchou de l'entraîneur. Sinon, quelle serait l'explication? Parce que voilà, on a un joueur qui, question rendement avec les Lions indomptables, ça n'a rien donné. En même temps, il n'a pas eu aussi suffisamment de temps de jeu pour montrer quel joueur il était. Mais le sélectionneur le tient dans ses rangs. Il a un projet, par exemple, avec ce joueur. On ne le sait pas. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est un joueur qu'il a eu sous ses ordres dans les sélections jeunes camerounaises. Donc, il connaît parfaitement le joueur. Et comme je vous l'ai dit, ça fait partie de ses bagages qu'il a emporté une fois qu'il est arrivé à la tête de cette sélection. Maintenant, je suis curieux de vraiment savoir ce que vaut le joueur, parce que oui, je pense que des sélections comme on ne saura jamais ce qu'il vaut s'il ne joue pas. Bon, disons, on a il y a par exemple des absences de poids. Cette fois-ci, il y a Michael Gade qui est parti. Donc voilà, une place de titulaire indiscutable qui s'est libérée. Donc on aura des places qui seront jouables durant ces 2 prochains matchs. On va voir ce que ça donne. Les adversaires seront, je vais dire que les adversaires, la Corée du Sud, ça reste quand même un sacré poisson. Mais non, l'Ouzbékistan, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, reste quand même en deçà du Cameroun en termes de niveau. Donc c'est avec ce match-là, par exemple, qu'on pourra voir vraiment ce que valent les joueurs, même si ce n'est pas un adversaire UP, mais qu'on puisse voir déjà le joueur, la qualité, et puis après quelques minutes, après quelques matchs, on pourra vraiment comprendre pourquoi est-ce que le sélectionneur tient tant à l'amener avec lui. Achille Sack, le choix qui est en permanence porté sur Olivier Baïzo, c'est-à-dire aujourd'hui qu'on n'a véritablement pas une doublure à Faye Collins à ce poste-là, compte tenu du faible temps de jeu dont dispose Olivier Baïzo en sélection aujourd'hui. On va dire quoi? En dehors d'Olivier Baïzo, on n'a plus un autre joueur capable d'assurer à ce poste-là.
Vous savez, c'est un problème qui dure depuis longtemps au Cameroun, le poste d'arrière droit. Jérémy Serondita, on n'a plus vu véritablement. Je comprends vraiment pas pourquoi est-ce que le Cameroun a autant de problèmes sur un poste. On se rappelle qu'en 2010, c'est Jérémy qui a assuré le poste. Après Jérémy, on a eu Stéphane Biard qui n'est pas un spécialiste du poste. On a eu Georges Constant Mandiek qui a dépanné à ce poste. On a eu Alain Nyom qui est un spécialiste du poste mais qui n'a pas toujours eu les faveurs de différents entraîneurs voilà. Après eux, c'est Faye Collins qui est le spécialiste du poste qui a bétonné. Aujourd'hui, Olivier Baizo, c'est un joueur que moi j'ai vu très jeune. Je l'ai vu évoluer du côté de l'Union de Douala avec JT Camara. Il formait l'axe central. Donc c'est un défenseur central. JT Camara, champion d'Afrique aussi en 2017. Voilà. Mohamed JT Camara. Ils formaient la charnière centrale de l'Union de Douala qui a été une charnière qui a ébloui le public de Bepanda pendant environ 2 saisons. Donc, je sais que Olivier Baizo, en réalité, c'est un défenseur central qui est reconverti, donc c'est pas un spécialiste du poste. Donc, du coup, on a vu Olivier Baizo pas dans son bon jour à ce couloir. Mais la question qu'on se pose, c'est, en fait, que moi je me pose. On a eu Dawa Chakunte. Oui, Dawa Chakunte, qui a eu un match à ce poste qui n'a pas été bon, qui a été balancé on l'a retiré. Voilà, aux oubliettes. On sait que Baizo a eu des matchs à ce poste qui n'ont pas été des matchs références, qui n'ont pas été à sa faveur. Mais il est toujours maintenu. Voilà. Donc d'où je rejoins un peu Loïc. D'où l'inquiétude. Peut-être le sélectionneur voit en Baizo, puisqu'il a eu en équipe jeune, il voit des qualités que nous on ne parvient pas encore à avoir parce que Baizo n'a pas encore eu le temps vraiment d'exprimer et de montrer tout le talent qu'il a dans cette équipe. Oui, parce qu'on va sortir de. Oui, d'accord, mais je veux aussi dire qu'en club, il n'est pas mal. Avec les Philadelphie. Oui, il n'est pas mal. Je vais dire qu'il a des prestations quand même honorables. Je vais dire que Olivier Baizo n'est pas aussi ridicule qu'on en a l'air. C'est juste qu'en équipe nationale, il n'a pas la possibilité, il n'a pas le temps de jeu parce qu'on a déjà un latéral qui est installé. Ce ne sera pas évident pour un joueur comme Olivier Baizo de venir prendre la place de Faye Collins. Mais à mon avis, ça reste un bon remplaçant. Juste maintenant, sur le terrain, on va voir ce que ça donne. Et aussi à Philadelphie, il y a eu des périodes où il a dépanné en tant que latéral gauche. Donc moi, je vois en lui un profil qui est capable d'évoluer dans les 3 axes de la défense, en défense centrale, latéral gauche, latéral droit. Et je pense que c'est davantage ce profil-là qui attire le sélectionneur. Mais sinon, d'un autre côté, sur le plan des latéraux droits, il n'y en a pas beaucoup quand même qui peuvent évoluer au haut niveau, surtout avec cette sélection camerounaise. On peut espérer qu'avec l'arrivée, bien sûr, de Darling Lyonga, les choses changeront. En tout cas, on l'espère également. Voilà notre joueur polyvalent capable également de dépanner à presque tous les postes, notamment à l'axe. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette liste des 26 joueurs sélectionnés. Voilà. Il ne s'agit plus de la présélection, mais de la sélection. Ces joueurs-là qui prendront donc part aux 2 prochaines rencontres des Lions indomptables du Cameroun. D'abord face à l'Ouzbékistan et par la suite face à la Corée du Sud. Je ne sais pas trop, on regarde l'effectif et bien sûr des échéances, messieurs. Ils sont capables, ces Lions-là, d'aller chercher des résultats positifs, aussi bien face à l'Ouzbékistan que la Corée du Sud, de Robinson, Rachid Sag. Bien sûr, le Cameroun est une équipe qui ambitionne d'aller très loin au mondial. Donc ces 2 adversaires sont carrément à la portée du Cameroun. C'est vrai que la Corée du Sud, c'est une équipe qui est très dangereuse, qui est classée sur le plan du ranking mondial, est devant le Cameroun, sauf si je me trompe, Loïc. Voilà. C'est une équipe qui est classée devant le Cameroun, mais ça sera une belle opposition. Donc, à partir de ce moment-là, on va voir que valent les joueurs de Rigo Besson. Loïc, un mot sur les adversaires, les futurs adversaires des Lions indomptables du Cameroun en amical. On s'entend à un match normalement facile. Non, je veux parler de l'Ouzbékistan. Donc, c'était un match facile, un peu plus compliqué. Mais si on a l'ambition d'aller jouer les demi-finales d'une Coupe du Monde, ce sont des matchs qu'on doit gagner. Ce sont des matchs qu'on doit impérativement gagner. Donc, du moins, faire le plan de confiance avant, bien sûr, la grande compétition en elle-même qui est prévue du côté du Qatar. Ça sera au mois de novembre 2022, la 22e édition de la Coupe du Monde de football. Voilà ce qu'on pouvait dire. Actualité oblige. On n'était pas censé en parler cet après-midi, mais finalement, on a pris la
conférence de presse en cours et on est donc obligé de dire un mot sur cette liste de Rigobert Song. Messieurs, on évoque donc la première thématique de cet après-midi. On parle d'un international ivoirien, il s'agit de Serge Aurier. On parle du capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Après donc le Paris Saint-Germain, après Tottenham ou encore Villarreal. Serge Aurier a donc déposé ses valises il y a quelques jours là du côté de la Première Ligue. Un deuxième club anglais pour Serge Aurier. Il s'agit bien sûr du club anglais de Nottingham Forest. Bon ou mauvais choix, messieurs? Achille. Serge Aurier à Nottingham Forest. Bon choix parce que ça reste le championnat anglais, un championnat très, très compétitif. Mais compte tenu du talent de Serge Aurier, Nottingham Forest ne devait pas, sans manquer de respect à ce club qui est un club qui a gagné, qui a déjà gagné la Coupe européenne, je crois, à 2 reprises. Donc sans faire offense à cette équipe, Serge Aurier pouvait viser mieux. Il mérite mieux parce que Serge Aurier, on doit quand même rappeler que Serge Aurier c'est un joueur hyper talentueux. C'est un gars qui a été l'un des meilleurs arrière droit de... C'est pour te relancer. Ouais. Maintenant, il y a une différence entre ce que veut Serge Aurier et ce qu'il vaut aujourd'hui sur le marché des transferts. Est-ce que c'est le Serge Aurier que vous avez connu à une époque du côté du Paris Saint-Germain où sa valeur marchande était vraiment au top? Et donc c'est pourquoi je voudrais qu'on fasse le distinguo entre ce que veut réellement le joueur, parce que je suis certain que si on pose la question à Serge Aurier, il vous dira peut-être Nottingham Forest c'était pas ce que je voulais, mais compte tenu de sa valeur marchande, est-ce que c'est le club aujourd'hui qui lui sied le mieux? Connaissant un peu comment ça fonctionne dans le monde du foot et dans le monde des transferts, sachant qu'aujourd'hui il y a des très grands joueurs qu'on a vu évoluer au très haut niveau, qui sont aujourd'hui sans club, qui n'ont pas pu avoir des contrats avec des clubs. On sait tous qu'il y a une panoplie de joueurs, il y a plein de joueurs et peu de clubs. Donc pour avoir un contrat dans une équipe, c'est pas évident. Donc Serge Aurier, pour ma part, c'est une aubaine pour lui de pouvoir relancer sa carrière, parce que ce n'est plus le Serge Aurier qu'on a connu. Ça, le Serge Aurier du Paris Saint-Germain, bien le Serge Aurier qui part de Toulouse pour Paris Saint-Germain, bien le Serge Aurier qui part encore à Tottenham lors des 2 premières saisons de Tottenham, c'est pas le Serge Aurier d'aujourd'hui. Donc pour ma part, Serge Aurier, c'est une aubaine pour lui de signer à Nottingham Forest, qui est en première ligue, qui va jouer peut-être un championnat compétitif, qui va pouvoir peut-être relancer sa carrière en partant dans ce club. Loïc, Nottingham Forest, promu en première ligue cette saison, est actuellement 19e du championnat. Après 6 journées de championnat disputées, 1 victoire, 4 défaites, un match nul. Ça fait 4 points pris au total pour Nottingham Forest, une 19e place au compteur. Serge Aurier a-t-il fait le bon choix? Ou du moins, c'était la meilleure option pour l'Ivoirien au regard de quelques impératifs, ou du moins des quelques contraintes en toute dernière minute de mercato, parce qu'il faut le dire, ça s'est pratiquement joué en toute fin de mercato. Wow. C'était comme on dit, comme Achille l'a dit tout à l'heure, c'est une aubaine. C'est un choix par défaut? Honnêtement, les prétendants ne se bousculaient pas. Il n'y avait pas beaucoup de prétendants à la porte pour Serge Aurier. Il avait 9 ans, sa carrière n'est pas totalement terminée. Il a l'occasion de jouer encore 3-4 saisons au haut niveau. Et voilà, et puis se faire une belle retraite et tout. Il faut qu'on se le dise, Serge Aurier est loin de son meilleur niveau. Il a quitté Villarreal libre. Donc il était sans club, il faut le préciser, il était sans club. Et son dernier match en club remonte en mai, donc en fin de saison avec Villarreal. Et depuis, il n'a assisté à aucune pré-saison avec un club. Pour dire à quel point ça a été difficile. Je pense que ses managers et toute son équipe qui travaille avec lui s'activaient pour lui trouver un club. Mais vous voyez, c'est à la dernière minute du mercato qu'on a pu lui trouver cette fenêtre d'un club. Ce sera quelque chose d'intéressant parce qu'il arrive dans un club qui est assez ambitieux, qui remonte en première ligue après je ne sais plus combien d'années, mais qui a quand même investi de folles sommes, qui reste dans le top 5 des équipes ayant dépensé le plus d'argent durant ce mercato. Mais justement, il y a une adéquation actuellement entre les sommes investies par Nottingham Forest et le classement, parce qu'il faut le dire, quand Nottingham Forest réapparaît en première ligue, on fait quoi? On prend Lingard.
Mais Manchester United, on réalise un mercato fou, mais sur le terrain, ça ne suit pas. 19e. Mais rendez-vous compte qu'il y a environ 17 à 21 joueurs qui ont rejoint Nottingham Forest en un seul mercato. Et vous pensez que... la politique qui n'est pas bonne? Je ne veux pas dire que la politique n'est pas bonne. Tu as une équipe qui a mis les moyens pour rester dans l'élite du football anglais. Maintenant, lorsque vous avez 17 personnes qui arrivent dans un club, ça chamboule complètement. Le gardien qui était là l'année dernière, comment il s'appelle ce gardien, il était quoi? Sénégalais? Oui. Bon, bref. Son nom va me revenir. Je crois qu'il s'appelle quoi? Bamba. Oui, Bamba, oui. Voilà. Il est parti. Le gardien qui a fait une grosse saison, il est parti au profit de Dean Henderson qui vient de Manchester United. Donc, il y a eu un chamboulement. David De Gea, voilà. Donc, je vais dire qu'il y a environ 17 à 21 joueurs qui ont rallié ce club. Vous vous rendez compte que pour développer des automatismes, il faut bien plus que ça. Vous voyez que, sachant qu'il y a certains qui sont arrivés en septembre, d'autres en août, en juin, en juillet. Donc, il faut vraiment du temps pour que la mayonnaise prenne. Mais comme on le dit en football, l'argent ne fait pas toujours le bonheur parce que voilà, Fulham a toujours été l'un des... Parce qu'on a l'impression de revivre ce que Fulham a connu à une l'époque. Fulham qui arrive en première division, un promu et qui investit plus de 100 millions à un mercato, 100 millions d'euros, c'est énorme pour redescendre. On voit que le plus important, c'est la philosophie qui va être installée. Et maintenant, les hommes peuvent venir lorsqu'il y aura de véritables bases. On espère bien sûr que l'aventure de ce côté se passera bien pour l'international ivoirien, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut noter que Serge Aurier, ce n'est pas toujours le talent qui a fait défaut à Serge Aurier dans sa carrière. Serge Aurier a trop accumulé, depuis 2014, il a accumulé beaucoup de problèmes extra-sportifs. Oui. On se souvient de son problème avec Laurent Blanc à l'époque, voilà, au Paris Saint-Germain. Il était en train de se marrer lors d'une soirée. Il a publié sur Periscope où il insultait carrément son entraîneur, il insultait carrément ses coéquipiers, notamment Angel Di Maria et Sigurigou. Donc Serge Aurier n'a pas un problème de talent, c'est pas un problème de talent. Si Serge Aurier est arrivé aujourd'hui où il est là, c'est à cause, par exemple, peut-être de son indiscipline, de son manque de sérieux dans ces différents clubs. Puisque lorsque Serge Aurier quitte, il faut rappeler que lorsque Serge Aurier quitte de Toulouse pour Paris Saint-Germain, pour le PSG, Serge Aurier est considéré comme l'un des meilleurs arrière-droits, ou bien le plus promoteur arrière-droit de toute l'Europe. Donc, étant au PSG, il a sorti, je crois, il a été 2 fois élu au trophée équipe type de l'année. Voilà. Donc, Serge Aurier, c'était un joueur qui était promis à un bel avenir. Mais, je ne sais pas, peut-être Loïc peut m'édifier un peu sur ce point-là. Serge Aurier, on constate que dans la majorité de ses clubs, il a été toujours, il est toujours parti à cause de la concurrence. Au PSG, il y a eu Grégory Van der Ville, qui a été en concurrence avec lui. Il a fini par dépasser Grégory Van der Ville. Ensuite, on a ramené Thomas Meunier et Daniel Alves. Lorsque Thomas Meunier et Daniel Alves sont arrivés, Serge Aurier est parti à Tottenham. À Tottenham, il a été barré par Kéran Trippier, l'anglais. Il est parti à Villarreal, il a été barré par Foy. Donc, à chaque fois, on a l'impression que Serge Aurier ne supporte peut-être pas la pression ou il ne supporte pas la concurrence et ses performances se vont... les performances en dents de scie, voilà, donc les performances de Serge Aurier. Mais comme je le disais à l'instant, on espère bien sûr que l'aventure du côté de Nottingham Forest se passera bien, et même très bien, parce qu'il y a une énorme échéance bien sûr qui attend Serge Aurier. C'est la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la compétition que la Côte d'Ivoire abritera. Donc il faudra pour le capitaine des éléphants d'être prêt au meilleur, au top même de sa forme. On prend la deuxième thématique, messieurs. On évoque surtout l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec bien sûr cette candidature qui est annoncée aujourd'hui, ce trio qui se positionne. Égypte, Grèce, Arabie Saoudite. Que vaut-il? En tout cas, on se pose la question justement dans le cadre de cette émission et on va aller du côté de la réalisation, prendre cet élément qu'on a réalisé sur vous, relatif bien sûr à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Quelles sont les chances de ce trio? L'Égypte, je le redis une fois de plus, la Grèce ou encore l'Arabie Saoudite. L'annonce a été faite, c'était en fin de semaine dernière. Les possibilités sont en train bien sûr d'être étudiées pour que cette candidature-là soit soumise. Élément de réponse.
L'élément est intitulé Papier Coupe du Monde 2030. Je ne sais pas si on pourrait le retrouver du côté de la réalisation. Il faudrait qu'on revienne sur cet élément-là. Élément bien sûr qui nous plonge sur les chances de voir cette, ou du moins de voir bien sûr cette candidature aboutir. On parle de l'Égypte, on parle de l'Arabie Saoudite ou encore bien sûr de la Grèce. Cette candidature-là, ce trio-là, qui va donc devoir aller chercher l'organisation de cette compétition en 2030. Et si la Coupe du Monde 2030 se joue en partie en Afrique? Après l'échec du Maroc pour l'édition 2026, qui aura lieu en Amérique du Nord, les pharaons songent en tout cas à se positionner en vue d'une co-organisation avec la Grèce et l'Arabie Saoudite. Les trois pays travaillent d'arrache-pied. Le dossier de l'organisation est à l'étude, a annoncé vendredi le porte-parole égyptien du ministère des Sports et de la Jeunesse, Mohamed Fazi. Le pays hôte de la CAN 2019, qui possède de nombreux stades aux normes de grande capacité, sera l'un des meilleurs pays organisateurs, a même vanté le dirigeant. Deux autres concurrents sont connus, le tandem Espagne-Portugal et le Qatar composé de l'Uruguay, de l'Argentine, du Chili et du Paraguay. La désignation du pays hôte devrait avoir lieu en 2024. Et si la Coupe du Monde 2030 se joue en partie en Afrique? Signé Mouto, on revenait bien sûr sur cette candidature annoncée donc de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite ou encore de la Grèce. L'Égypte est donc annoncée pour éventuellement abriter cette compétition aux côtés bien sûr de la Grèce ou encore de l'Arabie Saoudite. Les chances de l'Égypte de voir bien d'obtenir l'attribution de cette compétition. Est-ce que vous y croyez trop à cette candidature, à ce trio-là, Égypte, Grèce ou encore Arabie Saoudite? Quels sont les concurrents d'abord? Il y a le tandem Espagne-Portugal. Espagne-Portugal. Oui, Espagne-Portugal, il y a le quatuor Paraguay. États-Unis, c'est plutôt en 2026. Ouais. Oui. Oui, il y a le quatuor Paraguay, Uruguay, Chili. Il y a une autre nation là qui est en train de m'échapper un tout petit peu. Uruguay, Argentine, Chili et Paraguay. Donc, on a d'un côté un quatuor qui est constitué bien sûr des sélections que je viens de citer. Il y a de l'autre côté le tandem Espagne-Portugal et bien sûr le trio Égypte, Grèce ou encore Arabie Saoudite. Il y a notre trio, Espagne, Portugal, Maroc. Donc, forcément, je ne sais pas trop si vous avez, effectivement, si vous pouvez nous donner les chances, messieurs, de voir la candidature de l'Égypte aboutir, quand on sait surtout que le porte-parole du ministère de la Jeunesse et des Sports égyptien a fait une sortie nous disant que forcément, si l'Égypte obtient l'organisation de cette compétition, ça sera la meilleure jamais organisée au monde. Bon, c'est vrai que je jette encore un coup d'œil sur les concurrents. Oui. De toutes les façons, quand on voit la liste des pays qui se sont proposés à l'organisation de cette Coupe du Monde, on voit il y a l'Égypte, il y a l'Arabie Saoudite. On voit que ce sont des pays déjà qui sont sur le plan du tourisme. Ce sont des pays assez agréables. Les infrastructures sont au plus haut. On voit que l'Égypte s'est lancée ces dernières années dans de vastes projets de construction d'infrastructures routières. Notamment, il y a des lignes de métro qui sont en train d'être développées depuis. Donc, et on sait à quel point ce genre d'infrastructure compte lorsqu'il faut attribuer une compétition à un pays, une compétition d'envergure comme la Coupe du Monde. Et un pays comme l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, ça reste l'une des destinations les plus prisées en ce qui concerne le tourisme. Et c'est un pays qui a toujours été, été couvert d'éloges en ce qui concerne l'accessibilité, l'architecture et l'hospitalité. Mais là, il faudra faire la différence entre être attractif sur le plan touristique et bien sûr pouvoir répondre au calendrier ou du moins au cahier de charge de la FIFA. En réalité, si je parle, on sait tous que la qualité des voies de communication, ça compte. Ça compte dans les critères d'attribution d'une Coupe du Monde. Et les voies de communication, il y a les routes et tout. Donc quand je parle de tourisme, j'inclus ça. Et on sait que depuis un certain nombre d'années, l'Arabie Saoudite a un championnat qui met tous les moyens en jeu pour attirer des joueurs européens. C'est vrai qu'il n'attire pas les joueurs
au plus haut de leur forme. C'est souvent des joueurs qui arrivent au crépuscule de leur carrière. Mais on voit que c'est un pays qui aime le football, qui met beaucoup d'argent pour développer le football. Et voilà, ce serait quand même une belle récompense pour ce pays-là que d'accueillir une compétition comme la Coupe du Monde. En 2022, on va voir le Qatar également qui, pour moi, a beaucoup de similitudes avec l'Arabie Saoudite en termes d'ambition et en termes aussi d'investissement dans le football. Donc pourquoi pas Égypte, l'Arabie Saoudite, deux pays qui sont la Grèce, trois pays qui sont proches les uns des autres. Ça ferait plaisir une fois de plus d'accueillir la Coupe du Monde en territoire africain. Ça serait un plaisir pour la deuxième fois d'accueillir la Coupe du Monde sur le continent africain. Une réaction, Achille, sur cette candidature annoncée entre l'Égypte, la Grèce ou encore l'Arabie Saoudite? Oui, comme le disait Loïc, c'est de bon augure, puisque ce sont des pays qui ont de l'ambition. Et il se dit que dans cette organisation, c'est l'Arabie Saoudite qui va investir le plus en termes d'infrastructure, en fait, en termes d'infrastructure. Ça sera peut-être une belle compétition, comme le disait Loïc, en termes, parce que ce sont des pays sur le plan touristique, sur le plan d'accueil, c'est des beaux pays. Mais maintenant, il y a un problème qui va se poser. C'est lequel? C'est que est-ce qu'on va encore aller vers une Coupe du Monde en hiver? Parce que l'Arabie Saoudite, le Qatar, il y a des similitudes en termes de température, de conditions météorologiques. Voilà, en termes de conditions météorologiques, il y a des similitudes. C'est et ce qui n'est pas toujours le cas sur le continent avec des pays comme l'Égypte, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que si la Coupe du Monde, on se retrouve en train de jouer sur une période où les conditions météorologiques ne sont pas les mêmes dans chaque pays, on pourra avoir un souci. C'est peut-être ce que tu es en train de relever. Voilà, c'est trois continents. Le continent européen, africain et l'AFC, la Confédération Asiatique. Oui, ils sont dans l'AFC, donc Confédération Asiatique de football. Donc, ça fait trois continents qui seront représentés. Par contre, les autres candidatures, par exemple celle de 2026, c'est 3 pays d'un même continent qui ont les similitudes climatiques. Par contre, dans cette candidature, il y aura un réel souci. On va peut-être se retrouver encore en train de jouer une Coupe du Monde en hiver. On sait tous que la Coupe du Monde de 2022 en hiver aura des répercussions sur le calendrier mondial. Maintenant, je m'insurge contre cette candidature. Parce que si on regarde l'historique de la Coupe du Monde, au début de la Coupe du Monde, les deux premières éditions ont été en Amérique du Sud. Les Européens, la première édition était en Uruguay et les Européens ont refusé de participer. Celle qui a été en Europe, les pays, quand elle est revenue en Europe, elle s'est enchaînée en Europe. Les pays sud-américains ont boudé que non, il n'y a pas un système de rotation. Donc les deux confédérations se sont mises ensemble, ils ont organisé presque toutes les compétitions de Coupe du Monde jusqu'à un certain temps, jusqu'en 98. La Coupe du Monde a été exclusivement Amérique du Sud, Europe, Amérique du Sud, Europe, Amérique du Sud, Europe. Et en 2002, elle est partie en Corée du Sud. Et on a mis sur pied un système rotatif pour toutes les autres confédérations. Donc, 2002, Corée du Sud, c'était l'AFC. 2006, Allemagne, UEFA. 2010, Afrique du Sud, CAF. 2014, Brésil, Comebol. 2018, on revient en Russie, qui est l'UEFA. 2022, on va à l'AFC au Qatar. En principe, 2026, on va en Amérique du Nord. Donc, oui, arrêtez. 2030, c'est la candidature de l'Afrique. Donc maintenant, si, c'est la candidature de l'Afrique. Vous semblez ne pas être d'accord. Mais est-ce que ça se juge sur ce plan-là ou alors c'est sur les capacités de chaque pays à pouvoir abriter la compétition? En 2030, il faut qu'on se le dise, en 2030, le nombre de participants augmente. Oui. Mais le format change. On passe de 32 à 48. Combien de pays africains sont capables d'accueillir la Coupe du Monde avec le nouveau format? Parce que c'est la question qui est posée. C'est-à-dire la capacité des pays africains à pouvoir abriter cette compétition. En réalité, 2030, c'est l'Afrique.
Maintenant, mais il n'est que part que c'est l'Afrique. Non, si, ce sont des conventions. Comment on appelle l'ancien président de la CAF, ils confondent toujours IA et Issa. Issa Hayatou. Les Issa Hayatou se sont battus pour cela. Pour que la Coupe du Monde vienne en Afrique du Sud, les Issa Hayatou se sont battus. Maintenant, on a écrit. Pourquoi est-ce que au niveau de l'instance de la FIFA, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas égalité entre les continents? L'Amérique du Sud a organisé c'est revenu en Europe 2 fois avant de revenir. Maintenant, pour relancer ce que Loïc disait, quels sont les pays qui sont en mesure d'organiser? S'il y en a, il y a sur des pays. Le continent, est-ce qu'il y a des pays capables aujourd'hui d'assurer? C'est-à-dire, à partir de 2026, à Chine, on aura un nouveau format. Je voudrais qu'on soit d'accord sur. C'est-à-dire, on va passer de combien? 32 à 48 nations. C'est-à-dire, en termes de cahier de charge, la FIFA, on sera plus exigeant. On sera plus exigeant. Alors, est-ce que l'Afrique est capable de répondre à ce nouveau cahier de charge de la Fédération internationale de football association? Si, je m'explique. Si 2026, on sera déjà à 48, je crois. Oui. Il y a une co-organisation. Aura 9 représentants. Non, il y a une co-organisation. États-Unis, Canada, Mexique. D'accord. On sait tous que le Maroc a toujours montré ses ambitions d'organiser une Coupe du Monde. Le Maroc a toujours été candidat pour l'organisation. Pas une Coupe du Monde à 48 équipes. A toujours été prêt à une organisation. Aujourd'hui, on a l'Égypte qui est prêt à une organisation. De 48 équipes. Non, l'Égypte est candidat. Non, l'Égypte n'est pas candidat. L'Égypte est avec l'Arabie Saoudite. Et la Grèce. C'est-à-dire pas qu'il ne comprend pas. C'est une candidature à Il n'est pas aucun pays africain à l'heure. On va le laisser aller jusqu'au bout. L'Afrique a la capacité. Il y a l'Égypte qui a émis le souhait d'une Coupe du Monde. Il y a le Maroc qui a émis le souhait d'une Coupe du Monde. On a l'Algérie qui a émis le souhait d'une Coupe du Monde. Aujourd'hui, on a certains pays comme on peut organiser une Coupe du Monde comme le modèle de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire Égypte, Maroc, Algérie. Une candidature commune. Oui, bien sûr, ça peut se faire. Il y a aujourd'hui le Cameroun qui a organisé la dernière Coupe d'Afrique. En termes de cahier de charges de la FIFA, on aura besoin de 9 stades. Le Cameroun en a déjà 7. Le Cameroun peut construire deux nouveaux stades. Maintenant, on peut avoir une co-organisation Cameroun avec le grand Nigeria voisin. On peut gérer cette compétition. Pourquoi est-ce qu'on doit rester toujours sous la domination des autres confédérations? Je crois que la Coupe du Monde 2030, c'est une Coupe du Monde qui revient à l'Afrique entière. Les propos, oui. Tu as l'autorisation, bien sûr, de répondre à Achille. Je suis africain, Achille. Nous sommes tous africains. Et s'il y a quelque chose qu'on aimerait voir, c'est que le continent africain soit placé au sommet. Mais il faut qu'on soit réaliste. Aucun pays en Afrique actuellement n'est capable d'organiser une compétition à 48 équipes comme la Coupe du Monde. Il a parlé d'une co-organisation entre l'Égypte, le Maroc et l'Algérie. Vous êtes sans ignorer que des tensions géopolitiques existent entre l'Algérie et le Maroc. C'est déjà deux pays qui du Sahara occidental. Voilà, sur la question du Sahara occidental. Non, c'est un exemple. J'ai l'Algérie. Mais Achille, on va laisser Loïc aller au bout. Ce que je veux dire, c'est que en dehors du football, il y a d'abord... Est-ce qu'aujourd'hui, si déjà le Maroc et l'Algérie ne s'entendent pas sur la question du Sahara occidental, ce n'est pas sur la co-organisation d'une compétition telle que la Coupe du Monde qui aura accord? Pas du tout. Et aujourd'hui, on a dit que le Cameroun, le Nigeria, le Cameroun, il y a oui, parce que là, jusqu'à présent, il faudrait que le pays émette d'abord le vœu d'organiser cette compétition. Il faudrait d'abord, les pays ont émis le vœu, mais est-ce que ces pays-là ont posé la candidature? Non. Ils n'ont pas posé la candidature parce que dire que je veux organiser une Coupe du Monde et déposer un dossier complet tel que requis par la FIFA, c'est deux choses différentes. Il faudrait qu'on soit d'abord d'accord. Oui, il faudrait qu'on se le dise qu'il faut que ça revienne en Afrique. Mais actuellement en Afrique, combien de pays sont capables d'assurer une compétition à 48 équipes? Et hormis ça, j'ai parlé des moyens de communication aujourd'hui. Vous savez combien coûte par exemple un billet d'avion pour Douala à Abidjan par exemple? Le coût est exorbitant. Maintenant, il faudra organiser une compétition comme celle-là. Si déjà le voyage Douala-Paris coûte moins cher qu'un déplacement de Douala-Abidjan, comment dans ces conditions vous pensez qu'on pourra organiser une compétition? C'est tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a tellement de problèmes qu'il faut résoudre d'abord en Afrique sur le plan infrastructurel avant de penser à organiser une Coupe du Monde à 48 équipes.
Mais l'Afrique du Sud l'a fait en 2010. Mais c'était à 32. C'était à 32. Et combien de pays en Afrique sont capables de le faire? Déjà que le cahier de charge, il change. Oui. Et aussi, les chances seront réduites pour le continent africain parce que voilà, en 2030, c'est le centenaire de la Coupe du Monde. Les centenaires, il n'y en a pas 10. Il y a un seul centenaire. Sachant que l'Uruguay, qui a accueilli la première compétition de Coupe du Monde de l'histoire en 1930, a un dossier solide pour dire fêtons le centenaire. Et c'est une compétition qu'elle organise avec le Paraguay, le Chili et l'Argentine. 4 nations. Donc, quand même. On voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer de l'Amérique du Sud. Je pense qu'en Afrique, on devrait, par exemple, quand on a homologué les stades pour justement, parlons de l'homologation des stades. On a vu qu'il y a beaucoup de stades en Afrique qui ont été qui ne répondent pas aux standards de la FIFA. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait d'abord se concentrer sur le problème infrastructurel en interne, résoudre d'abord tous ces problèmes avant de penser à organiser une Coupe du Monde. L'Égypte, actuellement, avant peut-être que je ne prenne la parole à Achille, l'Égypte a actuellement 7 stades homologués aux normes FIFA. Il y a tout d'abord le Cairo International Stadium. Ensuite, il y a le 30, ou du moins le stade du 30 juin du côté bien sûr du Caire, le stade d'Alexandrie, le de Egyptian Army Stadium ou encore Ismaïla Sport Stadium, Al Salam Stadium Cairo ou encore Suez Stadium. Voilà en quelque sorte les stades qui sont actuellement homologués par la FIFA. Oui, ce sont les stades qui sont actuellement homologués aux normes FIFA du côté d'Égypte. Un mot quand même, on se rend compte ici dans ce studio, on parle surtout de l'aspect stade. On oublie que l'organisation d'une Coupe du Monde de football exige d'autres infrastructures sur le plan routier, sur le plan hospitalier, sur le plan, je sais pas trop. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se focalise uniquement sur les stades, mais on ne touche pas assez des autres infrastructures hôtelières, routières et même hospitalières. Rachid Sak. Je vais un peu revenir sur ce que Loïc disait. Oui, mais après, tu vas répondre à ma question. Bien sûr. Aujourd'hui, la Coupe du Monde à 48, aucun pays européen n'a émis le souhait d'organiser une Coupe du Monde à 48 seul. On parlait toujours de co-organisation. Oui. Est-ce que c'est un fait de hasard de parler de co-organisation aujourd'hui quand on a un format qui va changer de... Justement, je redis encore que l'Afrique, en réalité, l'Afrique ne devait pas se laisser faire. Il y a un système rotatif qui a été mis en place. Si par hasard du calendrier, ça tombe que le centenaire de la Coupe de la FIFA et que le centenaire de la FIFA, ça doit se jouer en Afrique. Centenaire de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde doit se jouer en Afrique. Où est le problème? L'Afrique a joué un rôle majeur en Coupe du Monde. L'Afrique a joué un rôle majeur. Maintenant, je reste encore dans la logique de la co-organisation. Je redis, il y a plusieurs pays en Afrique qui sont capables de se mettre ensemble et d'organiser cette Coupe du Monde. Combien? Quel pays? Non, il y en a. Je prends l'Afrique. Je vous ai pris l'exemple par exemple en Afrique du Nord. L'Algérie est capable d'organiser une Coupe du Monde à 48 équipes. L'Algérie? Pas l'Algérie, je parle de la co-organisation. Qui? Tandem. Je parle d'une co-organisation. L'Algérie et le Maroc, c'est deux pays qui sont... On peut avoir deux pays. Il y a des pays qui sont capables. Algérie et Maroc, par exemple, c'est deux pays qui ne s'entendent pas. Comment organiser une Coupe du Monde dans un tel contexte? Je suis d'accord que tous ces facteurs-là seront pris en considération par au-delà des Fédération internationale de football association. Un dernier mot parce qu'on va sortir de la thématique. Je suis d'accord qu'au-delà des stades, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte pour l'organisation d'une compétition d'une telle envergure. C'est pour ça que je milite pour une co-organisation de 2 ou 3 pays. Pas un pays seul. Cameroun seul peut organiser une Coupe du Monde à 48 parce que en termes de stade, peut-être on sera à niveau parce que on a cette stade homologué par la FIFA. Mais en termes de communication, d'infrastructure, de télécommunication, le dispositif ne sera pas peut-être assez grand pour organiser une telle compétition. Mais avec par exemple l'appui d'un ou deux pays voisins, je crois que c'est un truc qui peut se faire. Loïc, à bien t'écouter, l'Afrique, ou du moins cette candidature, ce trio-là, Égypte, Grèce, Arabie Saoudite, ne fait pas le poids devant le duo Portugal, Espagne ou encore devant le quatuor
Uruguay, Paraguay, Chili ou encore Argentine. Non, je ne vais pas dire cette candidature, oui. voilà, ce trio ne fait pas le poids. Non, je ne vais pas le dire. Je dis juste que, voilà, ce sera un dossier qui sera soumis. Et quand on regarde les circonstances, on se dit peut-être qu'ils ont moins de chances par rapport aux autres, parce qu'ils ne font pas le poids. Les infrastructures, la qualité des infrastructures. On sait qu'en Arabie Saoudite, le football existe depuis longtemps et on est convaincu que, voilà, dans le cahier de charge, il y aura forcément d'autres infrastructures qui vont rentrer en compte. Oui. Et c'est un pays qui a l'habitude d'accueillir des étrangers. Donc c'est un pays qui a les moyens de communication à jour qui pourront faciliter, voilà, le déploiement d'une telle compétition. Quelle est la candidature qui donne plus d'assurance aujourd'hui à la FIFA? Pour moi, je ne saurais dire qu'il y a une... Pour moi, la candidature qui a plus de poids à cette heure-ci, c'est l'Uruguay. Et ce poids-là, c'est le poids de l'histoire. Oui. Parce que je vous ai dit tout à l'heure... La candidature de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, Uruguay, Chili, Paraguay, Argentine. C'est une candidature pour moi qui, revêt quelque chose d'assez intéressant. On a vu que, même en Ligue des Champions, la finale de Ligue des Champions s'est jouée au stade de Wembley en 2015, en 2011, disons, en l'espace de 5-6 ans, les finales se sont jouées là-bas 3 fois, alors qu'effectivement il y a ce système rotatif, mais c'est parce qu'il y a eu, voilà, il y a cette dimension historique, il y a cette dimension historique qui est entrée en compte dans l'attribution de l'organisation de cette finale de Ligue des Champions, par rapport aussi au nombre, pour fêter l'anniversaire de la fédération anglaise, le stade de Wembley a dû accueillir à... C'est-à-dire que parfois la dimension historique entre en compte parfois. Et même aujourd'hui, vous avez vu par exemple le dernier Euro qui s'est disputé dans combien de pays? C'était aussi en commémoration. Je veux dire que lorsque l'histoire rentre en jeu, on sait que le centenaire, il ne se célèbre pas durant toutes les années et ça rentre en compte. Même quand on regarde l'organisation des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques 2024 ont été attribués à la France, mais 2028 ont été attribués disons, c'est quelle ville aux États-Unis? Los Angeles. Oui, ça a été des arrangements. Voilà, ils ont octroyé les Jeux Olympiques à Paris, mais ils ont dit bon, comme vous étiez en concurrence vous deux, on vous octroie directement pour 2028. Il y a eu des deals. Donc je veux dire que à un moment donné, on pourrait également assister au même il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte. On peut se dire bon, voilà, c'est le centenaire, on peut quand même attribuer à l'Uruguay parce que c'est là que tout a commencé. Et puis en 2034, on peut attribuer peut-être au tandem Portugal-Espagne ou bien revenir à l'Égypte et tout. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas exclure. Mais aujourd'hui, moi je dis que l'histoire pèse en faveur de l'Uruguay et tout. Mais maintenant, la décision finale, elle sera communiquée. Mais c'est la Coupe du Kiff précisément en 2024, pour être plus précis, c'est-à-dire les pays qui seront désignés pour abriter cette compétition seront connus en 2024. Un mot, en quelques secondes, pour qu'on sorte je suis d'avis avec Loïc, parce que la candidature de l'Égypte, Grèce, Arabie Saoudite est un peu plombée. Parce que je vois, il voit pas ça bien, le fait de retourner à une Coupe du Monde en hiver en si peu de temps. Donc, sur le plan vraiment historique, la portée de la chose, le centenaire d'une Coupe du Monde. Enfin, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Sur ce point, je suis très d'accord avec lui. Ouais. Sauf que je redis encore que c'est une place qui, en fait, l'organisation de 2030 revenait à l'Afrique. Il garde ses propos tenus en tout début, bien sûr, de cette thématique. Messieurs, passons maintenant à la dernière thématique de cet après-midi. On parle surtout de la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles. Et ils sont nombreux, ces internationaux africains, qui ont brillé durant cette première journée. La compétition s'est disputée en milieu de semaine dernière du côté du stade Maradona en Italie. Oui, l'international camerounais Franck Zambo Anguissa a brillé face aux Reds de Liverpool, finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions européenne. On prend tout d'abord cet élément. Naples a réussi l'une des plus performances les plus inattendues de cette première journée de la Ligue des Champions. Le club italien a écrasé le Liverpool de Jürgen Klopp, finaliste de la dernière édition, 4-1, avec notamment un but de son international camerounais, André Franck Zambo Anguissa. Piotr Zelinski a lui réussi un doublé avant que Giovanni Simeone, le fils de Diego, ne corse encore l'addition. Et encore le Nigérian Victor Osimhen a ensuite manqué un penalty pour les Napolitains. Le stade Maradona ne réussit décidément pas aux Reds.
2 ans plus tôt, le Napoli les avait déjà battus 2-0 avec 2 buts dans les 10 dernières minutes. Et en 2018, le club italien s'était imposé avec un but de Dries Mertens à l'ultime minute du match. Naples partage la tête du groupe A avec l'Ajax Amsterdam qui a également étrillé les Glasgow Rangers 4-0. Les Néerlandais ont reçu une première demi-heure de haut vol avec 3 buts inscrits dont le dernier par le Ghanéen Mohamed Kudus. Une frappe surpuissante dans un angle fermé. La toute première réalisation en C1 pour le milieu des Black Stars, excellent tout au long de la rencontre à un poste inhabituel de numéro 9. Dans le groupe B, l'Atlético de Madrid, tombeur de Porto, partage son siège de leader avec le club de Brugge, vainqueur du Bayer Leverkusen, grâce à un corner repris de la tête par le défenseur central ivoirien Abakar Silla, 19 ans. Enfin, dans le groupe C, le Bayern de Sadio Mané l'emporte sur le terrain de l'Inter de Milan 2-0. Mais c'est le Sané qui a brillé et torturé le Camerounais André Onana, titulaire pour la première fois dans le but lombard. Le fils de Souleymane Sané a ouvert le score sur un enchaînement superbe avant de provoquer un but contre son camp d'un défenseur italien. Dans l'autre match, le FC Barcelone s'est promené face au Tchèque de Plens 5-1 avec une ouverture de score signée Franck Kessié. Le tout premier but sous les couleurs de Blaugrana pour le milieu défensif ivoirien. Alors les amis, vous êtes séduits ou pas par ces performances? Sont-ils capables de faire mieux? À vous de répondre. Franck Kessié, buteur face au Victoria Plizen. Franck Zamboanguissa, buteur face bien sûr à la formation de Liverpool. Messieurs, ils ont brillé. Est-ce que vous êtes séduits les gars? Séduit par cette première réussie plutôt dans l'ensemble. Ouais, Zinedine Zamboanguissa, on peut le dire, avec ses roulettes. Zinedine. Non, honnêtement, j'ai été épaté, j'ai été ébloui. J'ai dit, mais waouh, quel joueur Zamboanguissa est. Ça fait plaisir de voir qu'un joueur camerounais performe au plus haut niveau du football européen. C'est intéressant de voir à la suite, surtout que c'est une performance qui intervient quelques jours après sa non-convocation au sein de la sélection. Est-ce qu'il était revanchard au regard de cette non-convocation? Il est revanchard parce que dès le début de saison, il a dit qu'il fera tout pour réaliser sa meilleure saison. Donc il a annoncé depuis le début de saison qu'il fera l'une des meilleures saisons et je crois que ses performances aujourd'hui lui donnent raison. Les performances de Zambo lui donnent raison. Tu partages ce point de vue Bien sûr. Loïc? Bien sûr. Enfin. Zambo a montré, il a fait montre de caractère et il a été bluffant lors de ce match. Mais il faut rappeler aussi que Zambo, je crois que c'était son premier match de Ligue des Champions. Je crois que c'était son premier match en carrière de Ligue des Champions. Donc, comme le disait Loïc, Zambo a déclaré au début de saison qu'il aimerait faire sa plus belle saison. Donc, il est dans les standards et il est en train de montrer ce qu'il sait faire. Un joueur de top de classe mondiale. C'est-à-dire, le match à lui tout seul, on suit les commentaires même de certains confrères français. Ils sont très élogieux vis-à-vis de Zamboanguissa sur ce match-là. Ils l'ont été particulièrement. Zambo était injouable. Zambo était injouable. On a vu Zambo qui régnait en patron dans un milieu de terrain. Dominer le milieu de terrain de Liverpool, ce n'est pas chose aisée. Donc, la Ligue des Champions qui étant la meilleure des vitrines, tout le monde entier a pu voir le talent de Zamboanguissa. Messieurs, un mot sur Franck Kessié avant qu'on ne se quitte. Premier but également avec Barcelone cette saison, première titularisation face au Victoria Plizen. Un but de la tête, Franck Kessié, ça y est, c'est parti pour prétendre à une place de titulaire, je ne sais pas trop. Est-ce que sa prestation peut l'aider véritablement à prétendre à mieux dans ce collectif du FC Barcelone? Ce sera difficile pour lui d'avoir une place de titulaire au sein de ce milieu, pas parce qu'il n'a pas la qualité, mais parce que son entraîneur Xavi il a des idées, il a son effectif, il a son milieu de terrain qu'il aimerait faire jouer. Après, comme j'ai l'habitude de dire sur ce plateau, c'est une saison assez particulière. Les matchs s'enchaînent. On a vu que la Ligue des Champions s'est jouée mardi, mercredi. Et ce mardi encore, on a une nouvelle, de nouvelles rencontres de Ligue des Champions. Donc les matchs vont s'enchaîner. Et ce sera à lui maintenant, durant cette période, de gratter le maximum de temps de jeu et de montrer vraiment qu'il mérite une place dans cette équipe. Mais
Mais sinon, pour l'instant, ça reste compliqué avec l'ossature de ce milieu de terrain. Un mot sur Franck Kessié avant qu'on ne sorte de cette émission à Chilsac, la performance de l'Ivoirien face au Victoria Plizen en Ligue des Champions. Vous savez, la situation de Franck Kessié au Barça m'inquiète. Elle m'inquiète parce que mais nous sommes qu'à tout début de saison. C'est vrai, Franck Kessié sort. On a disputé 5 matchs en Liga, un match en Ligue des Champions. Franck Kessié sort de 3 saisons couronnes, 3 belles saisons. Donc tout feu, tout flamme, il est en forme, il arrive à Barcelone. Bim, il est sur le banc de touche. C'est qu'il n'a pas connu depuis beaucoup d'années. J'ai peur pour Franck Kessié, j'ai peur qu'il va perdre de la confiance parce que c'est clair que Xavi ne le considère pas comme un joueur cadre dans son équipe, ne le considère pas comme un titulaire. Peut-être un potentiel remplaçant. C'est vrai que Sergio Busquets est vieillissant, on ne sait pas dans quel état de forme Sergio Busquets va terminer cette saison. Peut-être Franck Kessié, c'est sur le long terme, peut-être qu'il va s'imposer à Barcelone, mais pour l'instant, il ne va que se contenter de quelques miettes. En tout cas, on est à l'affût puisque la Coupe aux grandes oreilles revient dès demain et mercredi d'ailleurs. On suivra de près, bien sûr, le FC Barcelone qui sera en déplacement du côté de l'Allianz Arena. Barcelone, Bayern de Munich, ça donne des airs du déjà-vu. Oui, des déjà-vu. Ça me rappelle l'une des très belles soirées que j'ai passées devant les rencontres de ces deux équipes. Maintenant, ce serait intéressant de voir aussi notre confrère camerounais de l'autre côté de l'Inter, André Onana de l'Inter face au Victoria Plizen. Peut-être qu'il sera titulaire, mais je voulais quand même qu'on dise un mot sur André Onana parce qu'il n'a pas réalisé un si mauvais match. Mais il a réalisé un grand mais ce qui a surpris à la fin, c'est que son entraîneur Inzaghi a dit qu'il ne se souvient pas de 2 ou 3 arrêts qu'aurait effectué André Onana et qu'il n'a pas fait un très bon match, que Sabi Handanovic était juste au repos et que juste après il sera titulaire. Et on l'a vu en championnat. Quelle était la réaction? Il a été laminé sur la place publique. Il a été laminé, mais ça ne change rien plus qu'un club. Mais plus qu'un club, c'est Samy qui est revenu. Si, je vous ai dit juste ça la semaine dernière. J'ai dit que actuellement, dans la tête de Simeone Inzaghi, d'Inzaghi, c'est Handanovic, le titulaire en championnat et en Ligue des Champions, ça sera Onana. Je vous avais dit ça. Ça veut dire qu'il y a des chances. Ça veut dire qu'il y a des chances qu'on retrouve Onana face à Plizen, titulaire. Bien sûr. Sauf que la déclaration de Simeone m'inquiète beaucoup. Je comprends que d'Inzaghi autant pour moi. Quoi que André Onana fasse, il ne va pas passer devant Handanovic dans sa hiérarchie. Oui, j'ai été surpris, juste pour parler rapidement. Moi, j'ai été surpris par la violence des propos de Simone et Inzaghi. Parce que André Onana réalise 10 arrêts. Je veux dire, il y a 10 tirs. Record pour un gardien de l'Inter en Ligue des Champions. Le Bayern de Munich en face, une équipe qui marque en moyenne 3-4 buts par match, tire 12 fois au but et le gardien arrête 10 tirs. Mais il réussit à dire que le gardien a réalisé une très mauvaise rencontre. Est-ce que c'est pas aussi une façon pour lui de mettre la pression sur André Onana, c'est-à-dire de le pousser à redoubler d'efforts? Redoubler d'efforts face au Bayern de Munich, vous encaissez 2 buts sur 12 tirs que vous encaissez. Honnêtement, moi j'y vois de la mauvaise foi et je pense que peut-être l'arrivée d'André Onana dans ce club n'était pas sa décision. J'ai regardé le match dans un média français. Il y avait sur le plateau, en tant que consultant, il y avait un spécialiste du poste, d'un gardien de but, qui était élogieux vis-à-vis de Onana, qui disait que Onana transmet l'assurance à son équipe. Il dégage une assurance pas possible qu'il a rarement vu chez des jeunes gardiens qui viennent d'arriver dans un si grand club. Donc il voyait en Onana une assurance à la Neuer, à la Eder, on est comme ça. Donc, il a été vraiment élogieux. Il ne connaissait pas très bien ce gardien. Donc, il découvrait André Onana. Mais moi, j'aimerais juste dire... Messieurs, ce sera la dernière prise de parole. Parce que juste après, il faudra pour conclure, je veux dire qu'il reste quand même l'archétype du gardien moderne. Aujourd'hui, quand on parle de balle au pied, André Onana, pour moi, il est dans le top 5. Parce que quand il est dans la stature de Manuel Neuer, Ederson ou bien Alisson, je ne sais pas si vous avez revu ce garçon jouer balle au pied, pied gauche, pied droit. C'est un monstre. Donc pour moi, c'est vraiment... le prototype du gardien moderne. Pour moi, c'est l'archétype du gardien moderne. Il a 26 ans. Il a encore, s'il est discipliné, 10 ans de carrière au niveau. C'est un gâchis de le voir rester au banc de touche. Avec un attaquant comme Lukaku, vous avez un attaquant comme Lukaku, vous privez d'André Onana. Lors des matchs de préparation, on a vu pied gauche,
C'est sur Lukaku va garder. Il garde, il fait remonter le bloc équipe. On peut se priver d'un tel gardien. Messieurs, le rendez-vous il est prêt pour mercredi prochain. L'Inter qui sera donc en déplacement sur la pelouse du Vitória Plzen dans le même groupe C. On suivra bien sûr de près le déplacement du FC Barcelone du côté de l'Allianz Arena pour affronter le Bayern de Munich, l'ancien club de Robert Lewandowski. Avant de se quitter les amis, on va vous laisser bien sûr en compagnie d'un excellent mais magnifique documentaire. Il est intitulé Je ne suis pas un singe. Voilà, j'y arrive. Le documentaire a été réalisé par Olivier Dacour. Il revient sur la problématique du racisme autour du football. Pour ce faire, il a interrogé plusieurs anciens footballeurs. Samuel Eto'o, il est passé Mario Balotelli, même s'il n'est pas ancien, il est toujours en activité. Bref, il a fait le tour et il nous édifie dans ce documentaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye, portez-vous bien.